Science. Bonjour et bienvenue dans le bêtisier de Stop Science. Un bêtisier un peu spécial quand même, puisque nous allons parler des ratés de l'évolution. Les reportages animaliers et les documentaires nous montrent la nature sous son plus beau jour. Nous démontrons à quel point elle est belle et majestueuse. Et comment les êtres vivants s'entre-dévorent joyeusement pour que règne un équilibre où chaque chose est à sa place. Bref, il nous montre comment la nature avec un grand N est bien faite. Bien faite ? Vous avez dit bien faite ? Et non, la nature n'est pas faite pour que nous la trouvions belle. Et les êtres vivants se fichent pas mal que nous les trouvions beaux ou non. Chaque vie mène son existence pour elle-même et les espèces évoluent sans but précis, si ce n'est de continuer à exister. Et que le résultat soit agréable ou non de notre point de vue n'a pas d'importance. Sinon, comment expliquer l'existence des parasites, des bactéries et autres moustiques qui nous pourrissent, mais l'existence... Ah bah zut, il m'a eu. Si le monde avait été parfaitement conçu, chaque chose, y compris chaque espèce, aurait sa place, et la nature n'aurait pas besoin de s'y reprendre à deux fois. Oui, mais voilà. Comme les espèces évoluent sans se soucier des autres, elles se fichent pas mal de faire dans le déjà-vu. On appelle cela une convergence. Bonsoir et bienvenue dans cette cérémonie de remise du prix de la meilleure convergence. Et les nominés pour la plus belle convergence sont... Les dauphins, ichthyosaures et requins, tous adaptés de façon indépendante à la vie aquatique. Les ptérosaures, les chauves-souris et les oiseaux, tous adaptés au vol battu de façon indépendante aussi. Mais les tenants du vol plané ne sont pas loin, avec les serpents, les lézards, Les grenouilles, les écureuils... et plus inattendu, les calamars et les poissons. Enfin, dans la catégorie chars d'assaut vivants, sont nommés les tortues, les ankylosaures et les tatous. On les applaudit bien fort. Donc la concurrence entre les espèces aboutit souvent à des convergences. C'est à se demander si la nature est vraiment bien faite. Il n'y a qu'à demander aux concombres de mer. Non content de ne pouvoir se mouvoir comme un animal devrait pouvoir le faire, le pauvre concombre de mer sert aussi de squat à tout un tas de petites bestioles parasites. Et son anus sert même de planque pour un poisson. Ouh, ça doit faire mal. Décidément, je ne sais pas si la nature est bien faite, mais en tout cas, elle ne manque pas d'humour. Et la plupart des espèces souffrent même d'imperfections, c'est-à-dire des caractères qui ne sont pas tout à fait aussi bien adaptés qu'ils le devraient à leur environnement. Attends, pas adapté ? Ce n'est donc pas le rôle de la sélection naturelle de faire s'améliorer les espèces ? Oui certes, mais seulement si on part du principe qu'au jeu de la sélection naturelle, c'est seulement les meilleurs qui gagnent. Mais pour gagner au jeu de la sélection naturelle, il suffit de parvenir à transmettre ses gènes en faisant plein d'enfants. Qu'importe la grandeur de vos qualités, si elles ne vous permettent pas de remplir cette condition, votre lignée s'éteindra. Je te promets de t'aimer toute ma vie. Bella ciao, je te promets une vie d'amour, aussi fugace que ça n'a demain. Tout bien. Alors oui, vois-tu, les Dicomunidae, qui sont un groupe paléogène de cétacéodactyles endémiques d'Europe, sont polyphylétiques et... Ah mademoiselle, tu viens faire un tour dans ma benne. Tu vois, moi je crois que l'homme peut s'élever de sa condition animale et devenir un véritable pacifiste, régler ses problèmes par la tolérance et... En l'occurrence, il existe tout un tas de façons pour gagner au jeu de la sélection naturelle.
Le vainqueur est celui qui parvient à survivre suffisamment longtemps Ou à séduire suffisamment de partenaires. pour transmettre ses gènes. Et à cette fin, tous les moyens sont justifiés. Mais nous nous égarons. Demandons donc maintenant aux éléphants si la nature est bien faite. Chez les éléphants, les dents ne poussent pas de bas en haut, mais de l'arrière vers l'avant. Ils perdent ainsi des dents tout au long de leur longue vie, et celles-ci se renouvellent sans cesse depuis le fond de la mâchoire, poussant d'arrière en avant comme sur un tapis roulant, se renouvelant à l'infini. Eh mais il n'y a plus de dents là. Ben non. Et pourquoi il n'y a plus de dents? Il devrait y avoir des dents, non? Ben non, il y en a plus. Tout simplement parce que les éléphants, comme les mammifères dont ils descendent, ont un nombre limité de molaires. Ils en ont 3 et c'est tout. Comptez, vous aussi, vous n'avez que 3 molaires. Et ben alors, qu'est-ce qui se passe s'il a plus de dents l'éléphant? Eh bien, il meurt de faim. Non mais attends, c'est horrible. Comment c'est possible ça, évolutivement parlant? Eh bien, tout simplement parce que la sélection naturelle, ce n'est pas seulement la survie du plus apte. C'est surtout une histoire de reproduction. Arrivés à l'âge de la perte de la dernière molaire, c'est-à-dire vers 60 ans, les éléphants ont déjà eu plein de petits éléphantos à qui ils ont transmis cette tare, et ainsi elle se perpétue de génération en génération. Et oui, s'il ne s'agissait que de survivre, alors nous serions tous immortels. Un autre exemple, regardons du côté des cétacés. Les baleines et les dauphins, ces monuments de majesté, véritable réussite de l'adaptation au mode de vie aquatique. Réussite mon œil, oui. Car contrairement aux vrais poissons, les cétacés, eux, n'ont pas de branchies. Et ils sont obligés de remonter à la surface pour respirer, précisément là où les attendent les baleiniers. Et oui, car en réalité, les cétacés ne sont pas des poissons, mais sont des descendants de mammifères autrefois terrestres, qui devaient ressembler à ça. Je suis l'ancêtre des baleines. De ces ancêtres, ils ont hérité la capacité de donner naissance à des bébés pleinement formés et de les allaiter. Mais ils ont aussi hérité la présence de poumons, qui reliés à leur évent leur permet de respirer, à l'air libre uniquement. Arrivé à ce niveau-là, il n'y a plus de doute possible. Soit la nature est très cruelle, ou a un humour particulièrement noir, soit il faut bien admettre que ces imperfections sont ce que Stephen Jay Gould appelait des bricolages de l'évolution. Un dernier exemple pour être sûr? Allez, c'est parti. Regardons du côté de l'homme. Et de la femme? Oui, si tu veux, et de la femme. Bah, et espèce humaine, ça te va mieux? Fort bien, fort bien. Bon, on peut y aller maintenant, ça va? L'espèce humaine aime à s'autoproclamer sommet de l'évolution. Et pourtant, elle ne fait pas exception. Prenez le mal du siècle, le mal de dos. Les maux de dos sont principalement dus au fait que notre colonne vertébrale n'est pas droite, mais forme un S. Elle est affectée par 2 courbures qui sont à l'origine de maux tels que la scoliose, la sciatique, etc. Pourquoi ces courbures? N'aurait-il pas été plus simple d'avoir une colonne droite comme un I qui aurait supporté notre poids telle une colonne portant un frontispice? Au lieu de ça, nous ployons et plions sous notre propre poids, finissant par nous effondrer sur nous-mêmes. Pourquoi ce S vertébral? Une mauvaise blague d'un créateur facétieux? Non, simplement, nous descendons d'un ancêtre d'allure simiesque. Or, les singes, comme les autres espèces vivant sur leurs 4 pattes, ont le dos droit à l'horizontale. Rejouons un peu le film de l'évolution. Pour faire un humain, il faut mettre la colonne vertébrale à la verticale, comme ceci. Oui, tu as raison, tes pieds ne touchent plus le sol. Arrangeons ça avec une première courbure de ta colonne. Ça va mieux? Tant mieux, continuons. Tes yeux ne regardent pas dans la bonne direction. Maintenant que tu es bipède, il faut regarder devant toi. Arrangeons cela avec une deuxième courbure de ta colonne, plus haute cette fois-ci. Et voilà, désormais notre singe ancestral hypothétique a évolué et est devenu bipède, avec toutes les contorsions de la colonne que cela implique. Et c'est certainement ce qui est arrivé à nos propres ancêtres, expliquant pourquoi nous sommes ainsi affublés d'une colonne en S et pas en I. Comme en ce qui concerne les cétacés et les éléphants, notre anatomie n'est pas dépourvue d'imperfections. Et leur présence s'explique très bien par le fait que les espèces évoluent les unes à partir des autres et que certaines se traînent de véritables casseroles évolutives héritées de leurs ancêtres. Ces casseroles sont la preuve que ces espèces ne furent pas toujours ce qu'elles sont. Ce Stop Science est terminé, merci de l'avoir suivi. Nous espérons vous avoir convaincu que la nature n'est pas si bien faite et que les imperfections sont les cicatrices de l'histoire évolutive des espèces.
Pour en savoir plus à ce sujet, nous vous recommandons la lecture de l'excellent Pouce du Panda de Stephen Jay Gould. Merci à tous. Quoi, qui dit nombril dit cordon ombilical, non? Et qui dit cordon ombilical dit ta mère, putain. Cordon ombilical au bout, y'a ta mère, quoi! Vous ne classerez pas. Je fais beaucoup mieux le Mickey, hein? Ça, c'est vachement mieux, hein? Alors, les amis, bonjour, comment ça va? Bienvenue pour le Stop Science! On va vous parler aujourd'hui de mon ami Pluto. Ça va, Pluto, mon chien? Le matin, au réveil, c'est toujours la même question. Est-ce que je me lève, oui ou non? Cette question, si je me la pose, c'est que je suis un hominidé. La bonne recette pour faire un vrai nom d'espèce, c'est qu'il faut d'abord un prénom, comme par exemple Tyrannosaurus ou Homo, on l'appelle le nom de genre. Il faut aussi un nom de famille, comme un nom d'espèce, qui sera Rex ou Sapiens.